Donc bonjour à tous, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Guillaume Cabanac, qui est enseignant-chercheur en informatique de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier et membre de l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Il a co-développé un logiciel problématique Paper Screener qui passe au crible les publications scientifiques à la recherche d'indices de fraude comme la copie et la paraphrase de passages articles. Et en 2021, il a été notamment distingué par la revue Nature comme l'un des 10 scientifiques qui ont marqué la science cette année-là. Donc je vous laisse avec M. Cabanac. Merci. Merci pour cette invitation. Donc, je vais commencer par un grand sourire. Vous remercier d'être là et vous inviter que je vous amener dans les tréfonds de la science. C'est vrai qu'il faut sourire parce que ça ne va pas être très gai. Je vois ça un peu comme les égouts de la science. Vous allez voir que c'est de pire en pire. Donc, je vous ai prévu un petit panorama des mauvaises pratiques actuelles. Alors, dans mon exposé, il y aura 3 moments. Le premier, ça sera une forme d'accroche, comme un teaser. Je vais vous mettre plein de mots que je vais prononcer pendant la suite de l'exposé. Et s'il y en a certains que vous ne connaissez pas, il faut rester avec nous. Si vous connaissez tout, il y a tout, alors m'aider peut-être à définir certaines choses. Le deuxième moment est vachement important parce que c'est l'occasion de poser des concepts de socio-économie du publishing actuel. Bien comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui fait que des gens qu'on estime être des scientifiques sont prêts à commettre des fraudes? Question. Qu'est-ce qui fait que Springer Nature soit classé numéro 1 dans mon classement des maisons d'édition qui publient des articles torturés? C'est une question vraiment surprenante. Qu'est-ce qui fait que Elsevier publie des bouts de ChatGPT et ne les rétracte pas immédiatement? Et après, en numéro 3, ça sera un panorama de toutes ces méconduites que j'identifie au fur et à mesure, ou que des collègues ont identifié, puisque je travaille avec un groupe de scientifiques et d'autres personnes qui se prétendent hobbyistes. C'est leur hobby. Plutôt que de faire des sudoku, ils préfèrent chercher la fraude dans les articles scientifiques pour faire rétracter ces articles. Il ne faut pas que ces articles non fiables demeurent dans le corpus de la littérature scientifique que quiconque pourrait utiliser. Donc, voilà, je suis Guillaume Cabanac, je suis professeur d'université à l'Université Paul Sabatier, j'enseigne à l'IUT, l'informatique, et ma recherche vise à détecter dans la littérature scientifique, donc dans le texte, des motifs liés à la fraude. Alors, cette recherche, elle est soutenue par l'Institut universitaire de France, où j'ai une chaire scientifique qui s'intitule « Dépollution de la littérature scientifique ». Elle est aussi soutenue par l'ERC avec un projet Synergie autour de pourquoi la science échoue à s'auto-corriger. C'est une pensée magique qu'on a. On entend la science s'auto-corrige, mais en fait, non, c'est nous qui devons faire le travail. Alors, donc, je vais commencer par le fameux teaser avec en premier les menaces. Donc ici, ce sont des termes que vous trouvez dans la littérature spécialisée. Alors, je les ai laissés en anglais, comme par exemple les conférences hijackées, les paper mills. Ça, c'est vraiment au cœur de la fraude. Ces paper mills qui sont des usines à papier, donc des entreprises qui sont prêtes à vous vendre pour $300 un article sur lequel vous allez mettre votre nom. On a aussi des coquins, des croupes, des éditeurs véreux, des numéros spéciaux de revues qui sont pléthoriques. Par exemple, chez NDPI Sensors, vous allez avoir dans une seule année plus de 1500 numéros spéciaux organisés. On a la pollution, et en rouge, ce sont vraiment les éléments sur lesquels je travaille le plus. Et les phrases torturées, en fait, c'est ce qui a valu d'être lauréat en 2021 de Nature's 10. Parce qu'on a identifié dans la littérature scientifique des façons de s'exprimer qui sont inacceptables. C'est vraiment scandaleux. Et je ne vous parle pas des prédateurs. C'est chez Elsevier, Springer, Wiley. Donc l'élite qui vend à nos universités des abonnements très chers. Alors, moi, je ne traite pas du tout l'aspect modification d'image, photoshopping. Il y a des gens comme Elisabeth Bick qui sont spécialisés de cet aspect-là. Par exemple, dans des coupes histologiques, il y a des gens qui font du Photoshop pour montrer que leur traitement est efficace. Moi, je suis spécialisé sur le texte et les réseaux de citation.
Et ça, c'est la promesse d'un meilleur lendemain avec ce qui s'appelle le post-publication peer review, le fait que un article qui est publié aujourd'hui ou une monographie, un ouvrage, un texte scientifique a une vie qui continue. On continue à le lire, on peut le critiquer. Les connaissances peuvent changer et il est de notre devoir à nous tous, lorsqu'on trouve des erreurs dans ces textes, de les signaler. On peut faire ça sur un forum qui s'appelle PubPeer en particulier, qui permet à quiconque de s'adresser à la communauté scientifique et aux auteurs et de signaler des problèmes, alors de façon factuelle et documentée, puisqu'il y a une modération qui est opérée. Et PubPeer est au centre des travaux là, de cette équipe de détectives scientifiques, qui en anglais s'appelle les sleuths, qui veut dire des limiers. C'est leur façon de nous appeler. Et notre but, c'est d'identifier les fraudes pour éviter qu'il y ait, bon, avant tout, pour ma part, du plagiat, il y a aussi de la fabrication de données ou de la falsification. Et toutes ces actions-là sont répréhensibles, bien entendu. Donc là, je passe au moment numéro 2, la socio-économie du publishing. Donc, déjà, qu'est-ce que la science? Alors, on va le définir comme l'accrétion, l'accumulation des connaissances. Bon, d'après Isaac Newton, on montait sur les épaules des grands savants de l'Antiquité. Alors, bon, on n'est pas des acrobates, hein. Donc, on va utiliser d'autres méthodes. Personnellement, j'aime bien la métaphore du mur des connaissances. Donc, chacun d'entre nous, dans notre vie de scientifique, on cherche à créer des briques de connaissances les plus robustes possibles qu'on va empiler pour créer le mur des connaissances. On veut qu'il soit le plus robuste possible. Alors ici, ça paraît un peu craignos, mais pas du tout, en fait. Ce sont des briques de connaissances qu'on a depuis très longtemps. Voilà, le repère cartésien de Descartes, ce genre de truc, c'est là. C'est un peu vert parce que c'est là depuis longtemps, mais c'est hyper solide. Cependant, ceci là, c'est pas solide. C'est un trou dans le mur. Au début, c'était un tout petit trou, et puis petit à petit, il y a des bouts qui partent. Donc ces briques de connaissances là, elles sont pas fiables. Et il conviendrait de sécuriser un petit peu ce mur. Et vous doutez bien que les briques qui sont au-dessus, là, elles risquent de s'écrouler. Donc l'édifice est fragilisé. C'est pas ce qu'on veut en science. Alors, étant informaticien, je ne travaille pas avec des briques. Je ne suis pas maçon, vous en doutez. Je travaille plutôt avec des documents et des réseaux de citations. Ça, c'est mon matériau. C'est un matériau qui est numérique. Ce que je cherche à faire, c'est trouver les petites bombes rouges qui indiquent qu'il y a une erreur dans un article scientifique, voire une fraude. Et ensuite, de prendre en compte le fait que les articles qui vont citer cet article erroné devraient être aussi réévalués. Imaginons que l'erreur est ici sur la définition du gène TPD52 qui a telle propriété pour combattre telle maladie. Si ce statement-là, cette déclaration est fausse, et que j'arrive à prouver qu'elle est fausse, alors tous les articles qui citent ce papier-là devraient être réévalués, puisqu'il se peut que cette hypothèse-là soit reprise, ou ce résultat-là soit repris dans les papiers qui citent. Il y a un effet domino que je vais commenter par la suite. La publication erronée, c'est l'édifice qui est fragilisé, ok, ça, on le sait déjà. Je vous donne un exemple concret pour vraiment figer les choses et commencer à comprendre à quel point ça peut être grave d'avoir des erreurs dans la littérature scientifique. Ici, c'est un article Growth in a Time of Debt. Donc, c'est des chercheurs américains, Reinhardt et Rogolf, qui ont travaillé sur la croissance et la dette, et qui font plein de stats dans leur papier d'économiste, qui est publié dans la American Economic Review, une des plus prestigieuses revues d'économie au monde. Et à la fin, ils ont une conclusion qui a été utilisée par les pouvoirs publics pour dire que, à partir de maintenant, il faudrait passer dans le mode austérité pour arriver à gérer la crise mondiale. Donc, on a tous connu cette politique d'austérité. Alors, ce que Reinhardt et Rogolf n'avaient pas vu, c'est qu'ils avaient mal utilisé Excel. Il y avait des problèmes dans les formules. Ils n'avaient pas pris en compte tous les pays pour calculer tout ce qu'ils ont fait dans ce papier et pour obtenir des conclusions. Ce n'est pas eux qui se sont rendus compte du problème. C'est une personne qui commençait dans sa carrière, on peut dire un étudiant de master, qui les a contactés en disant j'aimerais bien réanalyser vos données. Alors en 2010, il n'y avait pas encore cet élan vers la science ouverte, donc les données n'étaient pas publiées avec l'article. Il a fallu que l'étudiant ou l'étudiante écrive à ces grands chercheurs en leur disant s'il vous plaît, fournissez-moi les données, j'ai envie de travailler un peu plus là-dessus.
Et les autres, bien sûr, grand prince, tenez, voici les données, pensez à nous citer, comme ça se fait en science. Et c'est j'allais dire newcomer, parce que vous allez voir qu'il y a plein de termes en anglais. Cette personne qui arrive dans le champ là, de l'économie, refait des analyses, voit qu'il y a des problèmes et signale des soucis. Alors, les problèmes sont tels que les conclusions qui étaient présentées dans cet article-là ne tiennent plus. Et que font les scientifiques lorsque les conclusions ne tiennent plus? Ils publient un erratum singulier. Quand il y a plusieurs problèmes, c'est au pluriel, errata. C'est ce qu'ils ont fait. Et au passage, on voit qu'ils sont à Harvard University. C'est un petit trou aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, plusieurs problèmes, ok, c'est corrigé. Ce qui fait que pour la science, pour le mur des connaissances, c'est une forme de maçonnerie. La métaphore, c'est la métaphore de la maçonnerie. Au-dessus, on va pouvoir continuer à empiler des briques de connaissances. Tout ce qui dépendait vraiment de ce truc-là, on l'a éliminé. On voit qu'il y avait un trou. Maintenant, c'est sécurisé, on peut continuer à bâtir. Le problème ici, c'est l'effet domino, pas en science, mais au niveau de la société et des pouvoirs publics qui avaient pris une décision à un moment donné, mais à ma connaissance, ils n'ont pas réévalué cette décision plus tard. Ça, c'est peut-être un problème. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des journalistes scientifiques, on en a dans la salle ici, pour transmettre en fait ce genre de résultats-là vers les pouvoirs publics, vers la société, vers les citoyens qui paient des impôts. Vous pouvez regarder cette vidéo, elle est super bien sur cet exemple-là. Donc le processus d'autocorrection de la science, en fait, c'est pas la science qui s'autocorrige elle-même, c'est pas une pensée magique, c'est nous. C'est l'étudiant ici qui a osé signaler le problème dans le papier, c'est la revue qui a osé publier un erratum des errata, c'est les revues aussi qui osent carrément publier des rétractations. C'est-à-dire que l'article ici, il est nul et non avenu. Il ne faut pas le lire, il ne faut pas le citer, parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans les résultats. C'est ce qu'on essaie de faire avec des collègues. Éliminer les articles qui ne sont pas fiables. Voilà, je passe sur un aspect de sociologie des sciences avec Robert Merton, qui est prof de sociologie des sciences aux États-Unis, côte Est. Il regarde dans les années 40 de l'autre côté de l'Atlantique. Il voit la science se développer en Europe, en particulier en Allemagne, donc on est en 42. Et il voit ce que certains Allemands avaient appelé la science aryenne, la science nazie, où le but était d'exterminer une partie de la population. Et Robert Merton, qui va fonder la sociologie des sciences, se dit mais c'est pas possible que là-bas, ils appellent ça science, et que moi, ce que je fais ici, ce soit la science aussi, il y a un problème. Il faut définir des normes. Qu'est-ce que la science? Et quelles normes un scientifique doit adopter pour que ça soit utile à la société, et pas au détriment des populations. Je vous précise, je suis informaticien, je ne suis pas sociologue des sciences, donc c'est vraiment une vue de très loin, et je me trompe certainement. Et c'est pour donner quelques idées. Et en particulier, pour vous dire que moi, je travaille beaucoup sur la protection du 3 et du 4 ici. C'est le pilier de la science. Parce qu'ils sont attaqués actuellement. Je commence par le 1. Alors là, il y a écrit communalism parce que ça a été produit récemment, mais dans le texte de Merton ici, c'est communism. Entre-temps, il y a eu McCarthy, et il y a eu une réécriture un peu de ce concept-là. Dans la réédition de cet article-là, dans un ouvrage des années 70, Merton change de communisme à communalisme. Ce qui veut dire que on doit mettre en commun le résultat de nos recherches. En fait, on n'est pas des artisans, c'est-à-dire que quand on trouve un bon résultat, on ne se le garde pas pour nous. Notre but, c'est de publier, de faire des publications, que le monde entier le sache. Donc, un scientifique, il doit être dans le communisme, il doit aussi observer l'universalisme. D'où que vienne une idée, elle peut être bonne. Elle vient d'ici, de là, de l'autre bout du monde, quelle que soit la race, le genre, la façon de vivre. Le 3 et le 4 sont attaqués, alors il y a le désintéressement qui impose aux scientifiques de travailler et de produire de la connaissance avant tout pour les autres, pour la société. Pas avant tout pour sa propre promotion. Demander de passer prof première classe, deuxième classe, classe exceptionnelle. C'est pas ça le but. C'est pas ça qu'on le souhaite de la part des scientifiques. Et pourtant, la plupart des fraudeurs là, dont je vous montrerai l'œuvre, en fait, cherchent à être promus, à être recrutés, à devenir doyen, à avoir encore plus de capital symbolique. Et le 4, c'est le scepticisme organisé, qui est un joli mot qu'on entend très peu, parce qu'on entend plutôt l'évaluation par les pairs. Et le scepticisme organisé, ça veut dire que lorsque je produis un manuscrit, j'y raconte dedans ma super découverte, je suis fier de moi, je pense que c'est robuste,
Mais on ne peut pas directement publier ça dans une revue scientifique. Il faut avant tout que les pairs soient d'accord et indiquent qu'en effet, il n'y a pas d'erreur dedans, c'est original, c'est utile, ça avance, ça pousse le front de la connaissance, le front de recherche. Alors pour organiser ça, en général, il y a des vieux mâles blancs qui attendent le manuscrit de la jeune thésarde, qui vont le sabrer, qui vont mettre des coups de massue, etc. J'ai choisi cette image exprès parce qu'elle dénonce aussi une forme de toute puissance de certains acteurs du monde académique, qui est dénoncée par ailleurs. Mais c'est pas si faux que ça, en fait. Quand on pense aux comités éditoriaux, on a beaucoup ce type de personnages. Le scepticisme organisé pour faire en sorte que cet article-là, il passe par la question là, de l'évaluation par les pairs avec plusieurs rounds de peer review. Bon, ici, c'est un public de scientifiques, donc je ne vais pas raconter comment ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a plusieurs opportunités pour identifier les problèmes et les erreurs. Et à la fin, tout le monde doit dire, OK, on pense que ce papier doit être publié dans le temple de la connaissance, la revue scientifique. Et ensuite, ça sera vendu à nos universités pour que nos étudiants puissent profiter de ce savoir qui est produit par l'université elle-même. C'est un autre débat, mais je souhaitais le mentionner. Sauf si on utilise des archives ouvertes et qu'on poste sur HAL, ce qui est une bonne pratique des autres. Donc là, on avait la vision positiviste de Merton. C'est un peu le monde des bisounours. Tout le monde va bien se comporter avec ces règles-là, et puis comme ça, on va éviter les pires horreurs. Mais en France, on a des gens qui ont une autre perception des choses et qui ont décrit les laboratoires et la science en train de se faire plutôt comme un champ. C'est un champ de force dans la métaphore de Bourdieu. Moi, j'aime bien l'analyser comme un champ de bataille. En fait, c'est ce qu'on ressent un petit peu quand on écoute dans les labos. Regardez, le champ est un lieu de lutte. Voilà, dans les labos, dans les couloirs, les gens se disent, lui, il a été promu, pas moi. C'est comme des petites souris, des fourmis encore plus petites, qui se chicanent, qui ne sont pas d'accord, qui se battent. Lui, il a eu tel prestige, tel prix, tel grant. Moi, non. Les grands hommes de la science, l'acquisition de l'autorité scientifique, l'optimisme libéral qui veut que la science progresse par la force intrinsèque de l'idée vraie, et que les puissants soient ainsi par définition les plus compétents. Enfin, ce texte-là est magnifique. Je vous engage à le lire. Il est des années 70, mais il est toujours très contemporain. Et il permet de mieux comprendre certaines actions qu'on constate dans les labos. La reconnaissance socialement marquée, garantie par tout un ensemble de signes spécifiques de consécration, les prix, etc. Voilà. Donc ça, c'est une vision de Pierre Bourdieu qui éclaire pas mal et qui me fait comprendre pourquoi certaines personnes, après avoir fait des années d'études, se remettent à des paper mills pour produire des articles en masse, achètent des lots de citations pour être cités 500 fois en 6 mois, moyennant finance. Alors, la partie économie, combien sommes-nous de scientifiques? D'après l'UNESCO, on est à peu près 8 millions. Alors, sur les 8 millions, si vous prenez un faible pourcentage qui déraille, ça fait faire beaucoup de monde. Et ces gens-là produisent beaucoup de publications. Alors, l'UNESCO devrait revoir ces chiffres parce que quand on regarde dans Dimensions, on en est à plus de 5 millions par an. Ça fait 16 000 par jour, toutes langues confondues, mais c'est beaucoup de l'anglais, et toutes disciplines confondues. Et remarquez que là, le Covid n'a pas eu d'effet sur cette production. Au contraire, les gens sont allés dans leur tiroir, ils n'étaient pas à leur manip, ils n'étaient pas sur leurs instruments, ils étaient contents de pouvoir enfin écluser leurs travaux en cours. C'est ce qu'on entendait dans les labos. Je pense que vous aussi, vous avez entendu ça. En tant que lecteur d'articles scientifiques, on est dans cette situation-là. En tant que reviewer, on est dans cette situation-là. En tant qu'éditeur de revue, je peux citer un collègue de Rennes qui est éditeur d'une revue Springer. Ils sont 3 co-éditeurs. Il reçoit par jour 10 manuscrits à expertiser et à distribuer à des évaluateurs. Il me dit, si j'arrive à lire l'abstract, c'est bien le grand maximum. Parce qu'il est dans cette situation-là. Il faut produire encore plus vite. Et par le haut, alors les pouvoirs publics investissent beaucoup dans la science. La Chine a dépassé les USA avant 2018 en termes de production, de volume de production d'articles scientifiques. Bien sûr, les USA prétendent que la qualité n'est pas là.
Ils y travaillent beaucoup, les collectionneurs, en tout cas en informatique, voilà, ils sont au top de la production de savoir actuellement. Les pays investissent bon, du PIB, ok, mais en Europe, on est plutôt dans cette frange-là. Maintenant, je passe au business des maisons d'édition. Alors, vous les connaissez, Springer, Elsevier, Wiley. On vous a toujours dit que ce qui est publié là-dedans, en général, c'est de meilleure qualité que des éditeurs prédateurs. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et que même parfois, c'est hyper prestigieux. D'avoir un papier chez Elsevier ou Springer, ouais, c'est pas mal. C'est mieux que les presses universitaires du Mirail. J'ai plus d'entendre. Pas forcément d'accord. Alors, c'est un business, en fait, qui rapporte beaucoup d'argent. Regardez ici, dans Paywall, The Business of Scholarship, qui est un film que vous pouvez regarder, il est en libre accès. On voit que les Elsevier est aux alentours de 40% de marge. Et pour s'en souvenir, on pense à la température du corps humain. C'est à peu près dans ces eaux-là. Ce qui est très, très élevé par rapport à d'autres gros business aux USA en particulier. Alors, une des façons d'entretenir ce business, c'est de créer toujours plus de revues. En 20 ans, ils ont doublé le nombre de revues scientifiques. Ce qui veut dire que si pour une revue, il faut à peu près 30 personnes, éditeurs en chef, les éditeurs, pour faire tourner la revue, je ne parle même pas des typesetters et tout ça. Est-ce qu'en 20 ans, c'est ma question, est-ce qu'en 20 ans, on a 2 fois plus d'experts mondiaux prêts à dévouer du temps pour la science? Ce temps-là n'est pas payé, c'est pro bono quand on expertise un article scientifique. Est-ce qu'on a ça autour de nous? Moi, je ne crois pas trop. Moi, ce que j'entends plutôt dans les labos, c'est que oui, la personne du board est invitée, et bien souvent, c'est la chaîne de Ponzi, c'est des gens en dessous qui vont évaluer les papiers. En gros, le prof qui va passer au maître de conf, le maître de conf dit « c'est bien pour ton dossier, toi qui es à terre, tu vas peut-être évaluer ce papier-là, tu me donnes l'évaluation, on en discute, mais souvent la discussion est assez courte et c'est des copier-coller. Au final, qui évalue les papiers aujourd'hui? Qui parmi ces scientifiques-là invités du board fait vraiment le travail que nécessite la review? Jusqu'à 1 jour de travail, 2 jours parfois selon les disciplines. C'est la raison pour laquelle on trouve des papiers qui franchissent les barrières éditoriales et qui sont publiés. Alors là, je ne vous parlais pas des prédateurs. Tout à l'heure, je vous parlais de l'élite, de la haute couture, Elsevier, Springer, Wiley. Maintenant, je parle des prédateurs. Il y a à peu près 10-15 ans, dans les labos, on entendait « il a publié en 4 semaines ». Et ouais, ok, il a donné $300, mais ouais, c'est pas mal, c'est en ligne, il y a un DOI, tu te rends compte, c'est génial, on va pouvoir le citer au CNU, ils vont trouver ça bien. Et c'était le scandale des maisons d'édition prédatrices, qui se sont pas mal développées. Alors en France, ça s'est vite tassé parce que les gens ont compris que c'était une arnaque, en fait, puisque l'évaluation par les pairs n'était quasiment pas faite. Il n'y avait presque pas de commentaires, tout ce qui rentrait était publié. Mais ce système perdure, là, vous voyez, c'est un article de 2021, représenté par la métaphore de livre, puisque ici, Omix, qui est une société, la maison d'édition prédatrice, a perdu un procès aux États-Unis. Elle a changé de nom, elle s'appelle Longdon maintenant. Elle a créé plein d'autres petites agences avec des noms différents, donc ils changent le logo, mais ils arnaquent toujours les chercheurs qui arrivent à publier là-dedans moyennant finance. Dans mes travaux, je ne m'intéresse pas forcément aux prédateurs parce qu'il y en a tellement de meilleure qualité à traquer que c'est plus intéressant d'aller voir Springer, Elsevier et Wiley. Donc maintenant, j'arrive à la 3e partie où je vais essayer de faire un panorama des mauvaises pratiques actuelles. Alors, ça n'arrive pas que ailleurs et j'ai fait en sorte de trouver des cas qui se sont produits, si possible à Paul Sabatier, si possible en France. Comme vous le verrez. Et j'essaie non pas d'être uniquement dans le signalement, dans le problème, j'essaie aussi d'apporter des éléments de prévention. Comment nous pouvons faire pour éviter ceci. Le premier cas, c'est l'usurpation d'identité. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment, votre nom est sur un article scientifique publié avec des résultats bidons à l'intérieur et votre affiliation OMP, Université Toulouse 3, que sais-je, est clairement affichée dans cet article. C'est ce qui est arrivé pas si loin de chez nous que ça, à l'Ifremer en Bretagne, où une bibliothécaire faisait l'évaluation de la production scientifique de son labo et préparait le rapport d'évaluation. Elle a été surprise, agréablement surprise,
de voir que le chercheur, un des chercheurs avec la plus grosse notoriété de l'Ifremer, changeait un petit peu de secteur de publication. Il travaillait sur les bivalves, les animaux marins, et là, il travaillait sur de l'IA, avec des collègues au Vietnam. Oh, génial, 13 papiers là-dessus, il y a bien le nom de l'Ifremer, l'affiliation est bien écrite, enfin, on me dit, hein, écrivez bien les affiliations, c'est important que les instituts s'y retrouvent. Alors du coup, la collègue bibliothécaire est allée voir cette personne qui s'appelle Bertrand Chaperon en lui disant « Félicitations, on va faire une petite note sur l'intranet, on va parler de cette recherche nouvelle pour toi, ce nouvel axe. » Et ce Bertrand Chaperon-là, il a regardé le papier, là, il s'est mis à rire, il a dit « Mais c'est quoi ce bullshit? C'est pas moi qui ai écrit ça, je connais pas les gens, j'ai jamais travaillé là-dessus. » Mais il souriait. En fait, il n'avait pas pris la mesure du problème. Parce que son nom est associé à des papiers bidons qui vont être rétractés. Depuis le temps, maintenant, ils sont rétractés, ces papiers-là. L'Ifremer est associé à ces papiers d'arnaque. Et c'est très mauvais pour l'image de marque à la fois du chercheur et de l'institution. Si mes collègues voient mon nom sur des articles bidons, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et comme il était en fin de carrière, et qu'il produisait beaucoup et qu'il n'aime pas l'aspect quantitatif des choses, il n'avait pas d'alerte Google Scholar, tout ça, il s'en moque un peu. Mais là, je pense que pour la prévention, c'est capital de créer des alertes avec votre nom sur Google Scholar ou sur Dimensions, dont je parlais, pour être notifié dès qu'un article est indexé avec votre nom, pour pouvoir réagir. Pour pouvoir dire, attention, là, ça c'est un article que je n'ai pas écrit. Et aussi pour connaître les citations qui sont faites à votre travail. Et ça, c'est peut-être plus fréquent. Il arrive que votre travail soit cité, mais incorrectement. C'est une miscitation. L'auteur prétend que vous avez dit X. En fait, vous n'avez jamais dit ça. Et si vous ne contrecarrez pas ça, ben, l'erreur va se propager. Les gens ne vont pas aller lire votre papier, ils vont s'appuyer sur ce qui a été relayé. Donc là, il convient, à mon avis, de immédiatement contacter les auteurs ou alors poster sur papier, on en reparlera, pour indiquer que non, dans mon article que vous citez, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça. C'est ça, corriger la science, l'autocorrection de la science. En deux, c'est un plagiat in extenso d'un pauvre collègue qui était au CESBio, juste à côté, Éric Lebourg, en 99, et qui remarque que son papier a été pompé, copié, collé, et il n'y a que le nom qui a changé. Ce n'était pas le sien, c'était le nom d'une personne qui était en Corée. Et il s'est débattu comme un pauvre diable, il a essayé de contacter cette maison d'édition, les éditeurs, etc., mais il se trouve que cette revue avait cessé d'être publiée, ça a été vendu à une autre maison d'édition, enfin personne ne voulait agir. Et un jour, lors d'une conférence, comme ça, il m'écoutait, il est venu me voir à la fin, il me dit, mais tu peux pas essayer de faire un truc, vu que toi, tu utilises Twitter pour signaler des problèmes aux maisons d'édition, et le fait de signaler des problèmes sur Twitter, ça m'a apporté un levier, qui fonctionne très bien, parce qu'ils n'aiment pas la mauvaise presse. En général, ils réagissent. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-là, où j'ai posté avec les @CNRS, les @Taylor&Francis, et au bout d'une semaine, ils avaient rétracté la chose. Ce qui est hyper triste, parce que le mail du chercheur a été ignoré, alors qu'un tweet sur les réseaux sociaux là, est pris en considération. Ça montre à quel point certaines maisons d'édition apportent du crédit aux chercheurs libres. Et ça peut vous arriver. Tout un papier, quand même, c'est gros. La plupart du temps, c'est plutôt ça. Donc, chaque couleur ici, c'est un emprunt, un vol, un plagiat. Ça, c'est un papier de conférence qui a été publié dans CVPR 2022. C'est une très bonne conférence en informatique. Elle est classée A étoile. Moi, j'aime pas du tout les classements, mais voilà, il y a des A étoiles, il faut le savoir. Bon, le CNU auquel j'ai participé ne se fonde pas en première intention sur ces classements. Elle demande aux experts dans la salle, est-ce que vous connaissez CVPR? Ben oui, forcément. Et lorsqu'elle ne connaît pas un lieu de publication, le CNU va voir dans ces classements. Et c'est uniquement en seconde intention. Une façon d'évaluer la recherche à dire d'expertise. J'en reviens à ce cas-là, en fait, juste avant la présentation orale sur le podium, en fait, il y a beaucoup de posters, mais il y a très peu de présentation orale. Et là, c'est un papier de présentation orale. Et bien, sur Internet, sur YouTube, il y a un des co-auteurs, là, parmi tous ces gens-là, qui a lâché une vidéo où il montre ce qu'il a fait. Il a fait des copier-coller, il a assemblé ce papier, il montre avec les couleurs comme ça. Et il dit, dans mon labo, on m'a
laissé faire ça, on m'a même imposé de faire ça pour produire toujours plus. Et aujourd'hui, je souhaite signaler que ce papier-là résulte de plagiat. Et ces plagiats-là n'ont pas été détectés par l'évaluation par les pairs conduite dans cette conférence république, qui a causé un petit froid dans la communauté. C'était de l'auto-plagiat ou Pardon? c'était un plagiat fait envers soi-même ou Non, d'autres articles. C'est des emprunts. Dans la salle, vous empruntez un peu à tout le monde. Mais c'est inacceptable. Si ça vous arrive, vous suspectez un plagiat, comment faire? Il y a des outils en ligne qui permettent de donner votre article et l'article où il y a les plagiats suspectés. Et l'outil va identifier avec des stabilos de couleur les parties en commun. Et ça, c'est important pour documenter un cas que vous allez après signaler peut-être à votre établissement. Je vous recommande de signaler aussi sur Pubpeer publiquement. Vous obtiendrez un lien. Et ce lien-là, vous pourrez l'envoyer à la maison d'édition en disant « Regardez, j'ai la preuve qu'il y a eu un plagiat entre ces deux articles, que je suis victime d'un plagiat. » Bon, les transparents, ils sont sur Alp. Voilà, vous pourrez les consulter. Bon, il y a des articles qui sont plagiés, il y a aussi des conférences avec le Call for Papers. Donc, il y a une communauté scientifique à l'IRID, dans mon institut, animée par Laure Vieux, qui est la présidente de cette association, qui chaque année réfléchit pour organiser le congrès sur des aspects scientifiques avec ce qui est le plus important à traiter dans l'année, et rédige un Call for Papers pour inviter les auteurs à soumettre des articles scientifiques. C'est le résultat d'un travail collectif important et de valeur. Et elle s'est fait piller ce travail-là. En fait, il y a une société qui s'appelle Wayzet, qui est fameuse, pour organiser des conférences prédatrices en piquant le nom de la conférence, en piquant le Call for Papers. Il y a même d'autres maisons comme ça, comme Wayzet, qui vont jusqu'à mettre dans le comité de programme des noms de personnes qui n'ont pas donné leur accord. D'où l'importance d'aller sur Google et de chercher votre nom, prénom et de voir où il apparaît. Il se peut que des maisons d'édition prédatrices utilisent votre nom à votre insu. C'est mon conseil, d'aller voir ce qui se passe. Alors, malheureusement, la collègue, elle n'a eu aucun effet sur cette entreprise qui est basée en Turquie. À part de leur dire, on n'est pas content, c'est notre nom à nous, ils n'ont rien pu faire. Et ça peut piéger certains auteurs, en fait, qui se disent, ah ouais, bon, cette conférence, elle est bien, dans mon système d'évaluation, elle est bien cotée, bon, je vois qu'elle est dans un endroit sympa, il y a soit ça, ou soit au fin fond du Gers, bon, il faut aller plutôt à Kuala Lumpur. Ça peut être ça un petit peu ce qui se passe pour que certains auteurs aussi aillent vers la facilité. Il y a des auteurs qui sont complices. Ils remarquent que c'est une arnaque, mais les conférences à Las Vegas, par exemple. Bon, ici, ça, c'est le cœur de mon travail. On a été scandalisé avec deux collègues, Cyril Labbé et Alexander Magalinov, de trouver dans des articles de revues et de conférences l'évocation de tumeur de l'esprit plutôt que de tumeur du cerveau, l'évocation de glucose bigotry plutôt que insuffisance glucose, bigotry, je ne crois pas. Après, ici, vous êtes plutôt dans le monde de la physique, donc il y a des ondelettes, donc des valeurs moyennes d'ondelettes. Ici, c'est cruel, alors plutôt que mean qui veut dire moyenne ou alors méchant. Là, c'est cruel. Ondelettes est esteem plutôt que value. Il y a vitality au lieu de energy. Il y a backspread, BP, au lieu de back propagation. Et il y en a plein comme ça. Fluffy strategy au lieu de fuzzy. Voilà. Et ça, c'est quand même scandaleux, quoi. Mind, MA. Et on en trouve, alors celui-là, je les ai mis en face parce que IEEE Access, c'est une revue en informatique et en signal qui est plutôt bien cotée, bien perçue par la communauté, alors qu'ils font du marketing sauvage, digne des pires prédateurs. En juste 4 à 6 semaines, vous allez être publié chez I3I. C'est la promesse de la publication, c'est pas la promesse d'être évalué. Il faut donner quelques dollars. C'est assez inquiétant. Donc ici, vous voyez des posts sur Pubpeer, c'est-à-dire que je rédige ces commentaires qui disent, dans cet article, on a trouvé, par exemple, glucose bigotry au lieu de insuffisance au glucose, ou au lieu de système immunitaire, il y a invulnerable framework, plutôt que immune system. Non, mais pour dire, et c'est dans des revues du champ, c'est-à-dire en médecine.
en oncologie, etc. Donc PubPeer permet d'aller sur la page dédiée à l'article qu'on veut commenter. On peut taper son commentaire, mettre des copies écran pour apporter la preuve, et mettre les mails des auteurs qui recevront une notification et qui pourront participer à la discussion par la suite. Il y a aussi des gens qui observent PubPeer. Moi-même, j'en fais partie. Je ne regarde pas TikTok le soir. Je regarde PubPeer, je lis tout ce qui a été sur PubPeer. Et je me sers aussi du feedback des collègues au sens très très large, qui signalent des phrases torturées que je n'ai pas encore identifiées. Donc je les prends et je les mets dans mon système pour que demain, mon système trouve des papiers qui contiennent ces nouvelles phrases torturées. Je suis informaticien, mon expertise c'est plutôt l'informatique et l'ingénierie, c'est pas l'oncologie. Il y a des collègues qui sont spécialistes d'oncologie et qui trouvent des problèmes et qu'on capitalise dans cet outil qu'on a appelé le Problematic Paper Screener. Donc il y a un site web en ligne, vous pouvez y accéder, qui indique des phrases torturées trouvées dans les articles. Donc au lieu de p-value, par exemple, vous aurez p-estime. Voilà, c'est ça les phrases torturées. L'infection de Parkinson, au lieu de la maladie de Parkinson, voilà, ce genre de trucs vraiment fou. Alors, au classement du Problematic Paper Screener, Springer Nature, Elsevier, I3E, Wiley sont les leaders, ceux qui publient le plus d'articles contenant cette terminologie-là. Et on a besoin de vous, puisque en fait, ce qu'on fait, c'est que le Problematic Paper Screener trouve ces signatures de problèmes, c'est comme des empreintes sur une scène de crime. Et ensuite, le matin, je regarde les PDF, je fais des copier-coller, des screenshots, et j'apporte la preuve pour signaler le problème et pour vérifier. Mais forcément, il y a une liste de choses à faire qui est de plus en plus grosse. Il y a plus de 5000 papiers à réévaluer comme ça. Vous pouvez aussi participer en allant chercher un moteur de recherche, vous tapez vos mots-clés, vous allez vous intéresser à l'espace, à, je sais pas, à la cosmologie, et vous allez trouver différents articles que vous pouvez commenter. C'est un mauvais exemple, l'espace et la cosmologie, parce qu'il n'y a quasiment pas d'articles sur ce thème-là. Le thème de prédilection, c'est l'informatique, l'ingénierie, la santé, l'oncologie. Les SHS sont immunisés. Alors que, souvenez-vous peut-être de l'affaire Sokal. L'affaire Sokal, c'était quelqu'un en dehors des sciences humaines sociales qui produit un texte et qui est fait accepter par une revue Social Text et qui dit « ouais, j'ai tout bidonné, ils ont accepté ça, même pas avec une évaluation, donc cette revue est à jeter, c'est une revue postmoderne de SHS, ça va aller. » Alors ça, c'était un scandale il y a quelques décennies qui a beaucoup nuit au SHS, à l'image des SHS, de mon point de vue. Là, on parle d'un article, alors qu'ici, il y en a des dizaines de milliers. C'est en sciences que certains appellent dur. C'est le mal. Ça, il faut pas que ça demeure. Parce que ces articles, en fait, c'est pas des verrues de la science que personne ne va lire et citer. Regardez, c'est très cité. Pourquoi? Parce que les paper mills vendent les articles et vendent aussi des lots de citations. Vous pouvez aller quelque part et commander 500 citations pour dans 6 mois. Les paper mills sont des clients et ils demandent à chaque client de citer l'un l'autre comme ça. Ça fait des cartels de citations qui sont quasiment impossibles à retracer, sauf lorsqu'il y a un mismatch entre la partie qui cite et la partie citée. Là, j'ai trouvé un cas où un papier sur l'autisme chez l'humain, c'était un papier, dans le titre, il est écrit « Plant Beauty ». Un journaliste scientifique s'est régalé à faire toute l'analyse de ce truc-là, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de cosmologie, de spatiale, des choses comme ça? Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que les gens dans ces disciplines-là, à mon avis, ils s'autorégulent beaucoup plus que dans des disciplines où il y a beaucoup plus de monde. Ils sont plus honnêtes, plus sérieux, certainement. Les phrases torturées, elles viennent d'où? Elles sont produites par des logiciels? Mais vous êtes en avance de phase, laissez-moi avancer. Ah, ok. Je vais vous en parler. Non, j'allais finir là-dessus, en fait, parce qu'on me demande aussi, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Bon, 3 pour 10 000 articles en 2021, et ce n'est pas des chiffres qui sont à jour, ils datent de déjà 2 ans. Donc 3 pour 10 000, il y avait à peu près 15 000 avions dans le ciel avant le Covid. Il faut imaginer qu'il y en ait 3 parmi ces avions-là qui se crashent. Alors sur une chaîne de production de Dior, il y a 3 parfums, toutes les 10 000 bouteilles qui sont toxiques. Parce que pour moi, c'est ça, ces papiers-là sont toxiques, on ne peut rien en tirer. Et si les gens ont triché pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut penser des expériences? Il y avait vraiment 15 femmes à 6 mois de grossesse dans cet essai clinique. Voilà, c'est ça qu'on peut se poser comme question. Et avec un focus sur de
la production d'articles torturés en Inde et en Chine. Bon, on pourra en reparler. La plupart de la recherche dans ces pays-là est de la meilleure des qualités. Mais il se trouve que parmi les articles torturés, ces pays ressortent. Alors, on a aussi des concentrations dans certaines revues qui sont hijackées, qui sont vraiment contaminées. Donc, on avait commencé en 2021 par cet article-là, par cette revue-là, de Microprocessors and Microsystems, de Elsevier, fondé en 1979 avec Anita Factor. L'affiliation numéro 1 qui contribuait des articles dans cette revue jusqu'en 2019, c'était le CNRS en France. Je disais que c'était plutôt une revue bien établie chez nous, mais c'est fait complètement bugger et on a trouvé plus de 320 articles avec des traces torturées, avec des vols, des plagiats. Et là, Elsevier, qui commente dans des communiqués de presse, indique que un des éditeurs s'était hacké son mail. Prétendument, la personne qui a hacké aurait soumis ce gros volume d'articles et aurait cliqué sur OK, OK, OK pour accepter. Et la maison d'édition, elle ne le voit pas. Comme si vous alliez chez Michelin, ils sortent 800 pneus par jour, et le lendemain, ils en sortent 1500, avec des défauts. Personne ne voit. C'est scandaleux. Et avec des données publiques, et avec des compétences d'étudiants de semestre 1 d'informatique, j'ai fait la preuve qu'on peut identifier des ruptures dans le process éditorial de cette revue. Là où avant, ça prenait 230 jours en médiane d'organiser la peer review, à la fin, quand ils ont publié tous ces mauvais articles, là, ils en étaient à moins de 40 jours. Donc, on le voit, en fait. Il y a le volume, il y a le time to market qui devient tout petit, il y a plein d'indicateurs. Il y a des gens de la faculté de dentaire qui vont publier avec des gens de philosophie et des gens d'informatique. Enfin, voilà. C'est aussi gros que ça. Voilà, et puis, bon, il y a d'autres. Vous connaissez peut-être IOP, Institute of Physics, fondé à Londres au 19e siècle. Ils ont été complètement dépassés par une vague qui touchait les Journal of Physics Conference Series. Leur problème à IOP, c'est qu'ils donnaient le tampon de IOP à des gens qui organisaient des confs à l'autre bout du monde et ils ne contrôlaient pas, il n'y avait pas de régulation. Ils vendaient l'autorisation de mettre des coups de tampon, comme I3E fait ça aussi. Voilà, donc il y a des revues qui sont parasitées et qui doivent rétracter. Alors, quand j'étais étudiant, on me disait la rétraction, c'est vraiment unique, c'est exceptionnel, il y en a une peut-être dans l'année. Maintenant, c'est par wagon, par charter. 80 rétractions d'un coup, 800 rétractions d'un coup chez IOP. Grâce à ce travail qu'on fait avec les collègues. Là, on a Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, qui avait été fondé par un grand nom de ce domaine-là. Quand j'ai montré ça à mes collègues à l'IRIT, ils étaient scandalisés. C'est pas possible que le nom de cet éditeur-là soit associé à ce genre de choses. C'est des mauvaises pratiques. Ça, en master, quand j'avais des cours à Paul Sabatier, on me faisait lire des articles de cette revue. Je suis allé voir mes anciens profs, je leur ai dit, regardez ce qu'ils publient. Ils sont scandalisés. Le cluster computing avec des impact factors. Voilà, il y a aussi le phénomène de hijacking. Ça veut dire qu'il y a certaines revues qui cessent de publier. Donc le domaine Internet disparaît, etc. Et il y a des petits coquins qui recréent un domaine qui ressemble, qui récupèrent tout le texte qui présentait les objectifs de la revue, etc. et qui vont jusqu'à piéger des auteurs. Là, c'était une revue de linguistique et maintenant, elle publie des choses sur skin disease, sur plant leaf disease, sur Kazakh littérature. Ça n'a plus rien à voir. Il y en a tellement de ces cas-là qu'il y a même une liste sur Retraction Watch qui s'appelle la Hijack Journals Checker et une personne qui est économiste à Berlin qui travaille là-dessus, Anna Abalkin. Alors forcément, vu qu'il y a ces revues-là qui existent, il y a des auteurs qui vont jusqu'à citer des travaux qui sont publiés là-dedans. On a appelé avec Anna et d'autres collègues du site jacking. Donc ça veut dire qu'il y a un article qui paraît bien, mais dans les références, il y a des travaux non fiables qui sont cités, non fiables parce que publiés là-dedans et pas d'évaluation par les pairs, une forme d'effet domino. Alors j'en viens sur une partie qui va vous intéresser certainement, puisqu'on parle beaucoup de ChatGPT, de la génération de textes, d'images, de vidéos. Il y a eu des prédécesseurs. En fait. Dans les années 2010, il y avait un générateur qui s'appelait SciGen. Alors SciGen, ou MathGen, visait à générer des textes scientifiques ou des mathématiques, mais au hasard. C'était des grammaires probabilistes hors contexte. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas de quoi on parle, mais chaque fois on génère une phrase.
mais qui a l'air super bien. Sujet verbe complément, en anglais ça passe bien. Ça passe si bien que Springer a publié des articles avec des maths complètement tordues. Et je pense que vraiment un étudiant de première année, voire même de terminale, arrive à voir que ça n'a pas de sens en mathématiques. Et Springer ne le voit pas. On peut le signaler en 2021 et la chose n'est retractée que 2 ans plus tard. Alors que signalé sur les médias sociaux, Springer Nature est venu à UT3 animer une table ronde autour des problèmes d'intégrité. Donc je les ai vus en face, ils m'avaient invité, je leur ai dit, mais regardez ça, vous êtes d'accord? Oui. Et pourtant, il a fallu des mois pour qu'ils arrivent à éradiquer ce truc. C'est inacceptable. Parce que des gens peuvent lire ça, des IA peuvent prendre ces articles pour apprendre. Et si on apprend garbage in, garbage out, vous connaissez. C'est pour ça que c'est scandaleux. Alors on peut utiliser, voilà, SideGen, c'est des trucs du passé. Bon. Maintenant on utilise ChatGPT. Les auteurs vont utiliser ChatGPT, ils vont faire copier-coller des résultats, et vous savez, sur l'interface, il y a un petit bouton Regenerate Response. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat qu'il a produit, après tout, c'est une machine. Vous cliquez Regenerate Response, et vous voyez un nouveau résultat, il est peut-être mieux. Donc après, vous faites copier-coller dans votre article, mais il ne faut pas copier le bouton. Parce que après, il se retrouve ici, parce que personne ne le voit. Non, mais sur les 6 auteurs ou 7, en fait, il n'y a aucun de vos co-auteurs qui l'a vu. L'éditeur en chef de la revue, NDP, ne l'a pas vu. Les évaluateurs ne l'ont pas vu. Durant les plusieurs rounds de peer review, le typesetter ne l'a pas vu, ou alors s'il l'a vu, parce que lui, il est très intelligent, on a dit, il voit plein de manuscrits, il l'a vu, il a dit, pas de vague, autrement, on nous fout dehors. Donc, on a Regenerate Response ici, ou alors, as an AI language model, I cannot predict the future. However, blablabla. En fait, c'est une précaution. Dans ChatGPT, il y a une précaution. Il dit, bon, je ne peux pas prédire le futur, mais je peux quand même vous dire ça. Et les auteurs font copier-coller. Donc, quand vous remarquez des ruptures abruptes de style, voire des Regenerate Response, ou si vous détectez des références hallucinées, que ChatGPT vous produit une bibliographie, mais si vous regardez, chaque référence, elle n'existe pas. Une accrétion de choses vraiment étranges. Donc, le nom de la revue n'existe pas, le titre est fabriqué. Et ça, c'est le cauchemar des bibliothécaires, parce que les chercheurs, ça a été documenté, les chercheurs sont allés à la bibliothèque dire je ne trouve pas cette référence, trouvez-moi ça. Et bien non, ça n'existe pas. Donc vous avez vu qu'avec ChatGPT, des gens vont, il y en a, j'en ai retrouvé à peu près 80. Il faut toujours dire combien il y en a. Il y en a à peu près 80, mais il y en a dans des revues Impact Factor, tout ça. C'est vraiment surprenant. Les auteurs se défendent en disant je vais utiliser uniquement pour polish the English. Bien sûr, mais tu peux polish l'English, mais tu peux lire aussi ce que ça fait et éliminer ça. Donc, imaginez tous les gens qui polish the English ou qui génèrent du texte, mais qui éliminent Generate Response. Mon collègue, là, qui est éditeur, voit qu'il y a de plus en plus de manuscrits soumis. Il lit, il voit, ouais, c'est bizarre, ça va nulle part cette histoire, mais il n'arrive pas à faire un desk reject, parce qu'il n'a pas la preuve formelle que ChatGPT a été utilisé. Donc, il envoie ça en review à 2 ou 3 parmi vous et vous allez perdre du temps à lire du ChatGPT. Le bénéfice de la science et de la société. Alors, ici, la Impact Factor 10.2, please note that as an AI language model, I am unable to generate specific tables or conduct tests. So, the actual results should be included in the table. C'est resté là tel quel. On est en droit de se poser la question, qui a vraiment fait ce tableau, quoi. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça permet à cette communauté de détectives scientifiques là, de trouver des papiers qui semblent bizarres, et puis après, on rentre dans la science qui est à l'intérieur et on voit d'autres problèmes. Là, par exemple, moi, je suis pas formé en mathématiques, hein, mais j'arrive à identifier qu'il y a des erreurs dans les équations. Donc, je signale ça sur le papier et j'attends que les auteurs réagissent. Chaque fois, c'est pas, j'incrimine pas, je dis pas, vous avez fait une fraude. C'est des questions. Comment se fait-il que ceci ait survécu au proofreading par, et puis on liste les co-auteurs, les éditeurs, les référés, les copies-éditeurs, etc. Alors, vous avez vu qu'on peut générer des parties d'articles et je ne vais pas le présenter comme ça, mais peut-être qu'il y a une opportunité ici. Dans tout problème, il y a une opportunité.
Si vous êtes saturé de reviews à faire, d'évaluation, et que vous voulez aller un peu plus vite, ChatGPT peut vous aider. Mais éliminez Regenerate Response de votre rapport. Surtout lorsqu'il est publié chez MDPI, puisque MDPI permet de publier les rapports d'évaluation. On constate que le reviewer 1, déjà, il n'a pas écrit grand-chose, et en plus, il a laissé Regenerate Response. Normalement, le rapport ici, il est lu par l'éditeur de la revue, les co-auteurs, les autres reviewers. C'est tellement gros que ce problème-là est sorti de la sphère académique et intéresse la sphère publique. Avec par exemple Nature qui fait des articles là-dessus ou The Times. Imaginez, les gens sont en train de lire leur thé, là ils sont loin du monde des sciences et ils voient un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de la science quand ils voient ça? Ils ont confiance dans la science en voyant ça? Je pense pas. Voilà. Et donc là j'en viens à l'effet domino, c'est l'étape 2. L'effet domino, pour moi, c'est la métaphore du colosse au pied d'argile. En fait, on peut avoir un super article bien fait par vous, mais si dans la bibliographie, vous citez des articles qui sont rétractés ou commentés sur papier, etc., c'est des pieds d'argile. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous avez indiqué là, dans ce paragraphe, ne tient pas du tout. Donc, il faudrait réévaluer l'article. C'est ce qu'on peut faire avec un des détecteurs là, du Problematic Paper Scanner, j'ai appelé ça Fit of Claim, qui liste les articles. Et ces articles citent des références qui ne sont pas fiables. Et par la suite, après, on fait des rapports comme ça sur papier. Et quand c'est vraiment gros, je communique sur Twitter en disant que sur ce sujet-là, bon, qui est anecdotique, je vous le passe. Le cancer chez l'enfant soigné par des thérapies géniques, pas grave. On peut se permettre de publier un article de review qui contient 51 références rétractées. Ou une monographie chez Springer vendue 117 € qui contenait 18 papiers rétractés dans la bibliographie. Encore pire, chez Frontiers est sorti un article de review avec 462 références. Qui arrive à lire 462 références déjà? Première question. En octobre, il est sorti, je l'ai réévalué en novembre, et il y avait dedans 29 références rétractées déjà. Et j'ai regardé, elles étaient déjà rétractées lorsque le papier a été accepté. C'est toujours sur le même sujet, micro-RNA, le cancer gynécologique. Là, l'erreur se propage. L'effet domino, il est vraiment là. Parce que les futurs auteurs et lecteurs de ce Frontiers in Oncology, ils risquent de citer la review et pas d'aller voir dans les papiers qui sont rétractés désormais. Alors, ces paper mills dont je vous parlais, c'est une arnaque qui existe depuis longtemps. Regardez, en 2013, publié dans Science, il y avait un article sur les paper mills, des entreprises à l'étranger, ici c'était en Chine, qui vendent à des clients des articles préfabriqués. Et les clients, ils rajoutent leur nom dessus. C'est toujours d'actualité, en 2021, un article dans Nature, à propos de ces paper mills qui produisent des articles non fiables. Il y a même des sites qui permettent de faire ses courses selon votre sujet, et selon votre pouvoir économique. Vous allez pouvoir acheter la position 1, 2, 3 dans la liste des co-auteurs, moyennant $800, $300, etc. Ça s'appelle Authorship for Sale, ce type de mauvaise pratique, et qui convient de dénoncer également. Alors j'en viens aux maisons d'édition, désormais, avec le cas de NDPI, avec un directeur de recherche de l'INRAE à Grenoble qui avait titré, il y a quelques années, en 2021, « Est-ce que NDPI est un éditeur prédateur ?» C'est une question légitime. Il avait regardé des faits, le nombre de numéros spéciaux lancés par NDPI en 2021. Donc vous devez connaître Sensors ici. Sensors avait lancé 2026 numéros spéciaux en 2021. C'est-à-dire que NDPI a donné les clés à un grand scientifique, un expert mondial, en disant « Débrouille-toi, tu me fais l'évaluation par les pairs, il me faut à peu près 15 articles acceptés, avec peer review, avec tout ce qu'il faut. » Et quand on donne les clés à 2000 personnes en disant « Débrouille-toi pour que », si parmi ceux qui ont les clés, il y a des coquins,
et ils font rentrer des copains, ils font rentrer des articles avec des phrases torturées, avec des erreurs, etc. Et c'est ce qui s'est produit. À tel point que des institutions en France, qui sont en général frileuses pour dénoncer et qui ont peur d'être attaquées en justice par ces maisons d'édition pour diffamation, ont titré « NDPI produire en masse des articles avec un délai soumis et accepté de 4 semaines ». C'est factuel. Les stats, on voit. Ou alors l'INRAE, un peu plus précautionneux. Bon, il faut éviter les éditeurs douteux et juste en dessous le cas NDPI. Il faut aller voir ces textes, c'est très important. Alors, pour représenter ce que c'est, parce que peut-être que vous ne connaissez pas NDPI dans ce laboratoire, en fait, si vous publiez dans Sensors, vous allez publier un papier parmi plus de 10 000 dans l'année. C'est surprenant. Moi, quand j'étais étudiant de master, je lisais des revues où il y avait peut-être 25 papiers publiés à l'année. C'était ça, le canon de la revue scientifique pour moi. C'était pas ce type de truc. Aussi, c'est assez onéreux. Par exemple, Sustainability, à l'INRAE, ils publiaient beaucoup là-dedans, 20 000 articles par an, avec IEEE Access, avec du marketing ici. Et ce qui fait mal aux communautés scientifiques, c'est que les indicateurs du biométrique signalés là, par Scinego, par exemple, indiquent que c'est des revues de Q1, premier article. Donc, dans certains CNU où il y a des évaluations rapides, et je parle que du cas français, ben, ça peut être qualifiant. On peut qualifier une personne parce qu'elle a une revue classée Q1. Donc, on arrive à des cas encore plus graves, la fabrication de données, de résultats, l'arnaque. Et c'est arrivé dans une UMR CNRS en France. Je vous parlais au début du projet Synergy, la NanoBubbles, un des PI de ce projet, et le lanceur d'alerte qui a trouvé dans son propre labo un cas comme ça. L'histoire est un peu plus longue, en fait, il était à Liverpool, recruté prof en France, à Bobigny. Première campagne d'ATER, il regarde les dossiers, il regarde les publis des gens, et il trouve des cas aberrants, voilà, qu'il a signalé. Alors, il a fait les choses dans les règles, il a signalé à l'établissement, au CNRS, pour qu'il y ait une enquête qui soit menée. Donc, la personne directrice de recherche qui était incriminée a été suspendue, je crois, pendant 1 ou 2 mois. Vous pouvez aller lire, c'est dans le monde. Alors, quelles sont les conséquences? Et j'en arrive à la fin de mon exposé. Les conséquences, c'est que cette pollution est inacceptable. Dans la science, on en est convaincu. À l'interface entre science et société, les journalistes scientifiques de Nature font souvent des articles sur ce problème-là pour sensibiliser. Là, ici, par exemple, ça sort de ma bouche. Ce n'est pas uniquement les journaux prédateurs qui publient du bullshit. C'est Nature qui a écrit ça, donc ils y croient vraiment à ce que je raconte. Ils sont convaincus. Et la preuve, en fait, on a des rétractations de 400 papiers, 350, il y en avait un autre, 800 papiers pour IOP. Vous voyez, il n'y a que des logos là prestigieux. Retraction Watch est un blog qui commente ces méconduites. Et je vous conseille de vous abonner parce que tous les jours, vous faites l'œil en quelque sorte. Vous comprenez en fait toutes les méconduites qui arrivent et vous pouvez ainsi essayer de les devancer et d'en parler autour de vous. Alors, vous avez vu que Springer Nature était numéro 1 dans mon classement du Programmatic Paper Scanner, et pour autant, ils n'ont pas été revanchards puisqu'ils m'ont mis dans cette liste-là des 10 de l'année en 2021, pour pas mettre la poussière sous le tapis, mais au contraire, utiliser cette visibilité pour essayer de désinfecter ce système. Donc, ce qui permet de faire connaître ce travail autour de la dépollution de la littérature, de parler des autres détectives qui sont sur Pubpeer. Il y en a très peu qui agissent en leur propre nom, parce qu'ils ont peur pour leur réputation. Certains sont, par exemple, en Iran, des gens qui dénoncent des méconduites en Iran, alors que le paper mill est juste devant. Il y a peu de gens qui s'expriment en leur nom. Et bon, j'en fais partie, et pour l'instant, il ne m'est rien arrivé de bien grave. Puisque obtenir une chaire à l'IUF, c'était au contraire très très positif. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un travail d'équipe, et tous les jours, par exemple, sur Slack, on a 80 personnes qui discutent de ces cas-là. On s'organise, on se file des PDF, parce que les personnes qui sont des hobbyistes, qui ne sont pas scientifiques, ils ont besoin du PDF pour faire l'évaluation du travail. Des trucs tout bêtes comme ça, ou des personnes qui sont désormais retraitées, qui n'ont plus accès à leur littérature scientifique. Alors, la prévention, le message principal pour vous en termes de prévention, c'est le suivant. Je vous conseille d'aller voir sur Pubpeer si vous avez des signalements à votre nom, en prendre connaissance et éventuellement en répondre. Je vous conseille aussi d'aller voir pour des articles que vous trouvez un peu suspects s'il y a déjà des commentaires dessus.
Ça, c'est une démarche proactive, il faut aller sur PubPeer. Il y a une autre démarche qui consiste à installer en une seule fois une extension du navigateur. Et chaque fois que vous allez naviguer sur un site qui propose des DOI avec des articles scientifiques, le système va vérifier sur PubPeer s'il y a des commentaires ou pas. Et donc, vous le verrez immédiatement. Ça vous permet d'aller prendre connaissance de questions, de discussions qui sont liées à l'article que vous vous apprêtez à lire. Et si vous utilisez Zotero, il y a même une extension qui vous permet de rajouter une colonne qui va identifier automatiquement les références qui ont été commentées, de façon à éviter de les citer, par exemple. Dans le cas que j'ai indiqué, là, le colosse au pied d'argile, on peut l'éviter avec ce principe. Donc, voici ce que ça donne quand je vais sur un article de Sensors chez NDPI. Je vois qu'il y a plein de références qui ont des commentaires sur PubPeer. Je vois que je peux cliquer ici et prendre connaissance de ceci, afin d'avoir une lecture un peu plus critique de l'article. Alors, une autre forme de prévention, donc, qui n'est pas liée aux scientifiques eux-mêmes, mais plutôt aux entreprises qui font du business avec la science, comme par exemple Clarivate. Vous connaissez peut-être le Web of Science, qui est vendu à nos universités pour pouvoir faire des recherches bibliométriques et éditer des classements comme le Highly Cited Researchers, publiés une fois l'an. Et lorsque les universités ont des lauréats chez elles, il y a souvent une grosse pub autour de ça. C'est parmi les plus cités au monde, qui sont portés au firmament. Donc cette année, ce qui s'est passé, c'est que Clarivate a utilisé des moyens algorithmiques quantitatifs pour identifier les profils des chercheurs les plus prometteurs au monde, donc qui publient le plus et qui sont les plus cités. Mais ensuite, ils ont fait une approche qualitative pour éliminer 1000 profils parmi les 8000 qu'ils avaient trouvés initialement. Alors, pour plusieurs causes, en fait, les cartels de citation, l'utilisation de phrases torturées, les manipulations d'autorship, etc. Et donc, dans leur documentation, ils citent les phrases torturées comme un des signaux négatifs utilisés pour éliminer ces chercheurs-là, qui ont un très gros profil, peut-être qu'ils ont fait de la science tout à fait valable, mais dans le lot, Clarivate a identifié des choses suspectes. Et pour la plupart des lignes, à mon avis, c'est plutôt des gens qui ont acheté des articles et qui ont acheté des citations. Voilà, et en tant qu'universitaire, je travaille quand même avec l'industrie, en tant que consultant, mais pro bono. Je n'accepte pas d'argent de ces industries-là. Je leur donne des conseils, tout comme je donne des conseils dans mes articles de recherche. Le but, c'est de se prémunir de l'arrivée de ces articles bidons dans la littérature scientifique. Il faut placer en amont du processus d'évaluation des articles des filtres. Donc, ils me demandent, est-ce qu'on peut utiliser la liste des phrases torturées? Il y en a 4000, tous les jours, je vais en rajouter, je fais ce travail-là. Je leur dis, oui, prenez, c'est en open source. Intégrez-le dans vos systèmes pour éviter que nous, scientifiques, on soit saturés par ces articles à reviewer, tout simplement. Il y a des maisons d'édition aussi qui utilisent ce résultat. Voilà, donc les méconduites avec ChatGPT, pour l'instant, c'est le front de recherche. On n'arrive pas à détecter des articles produits par ChatGPT, à part lorsque les auteurs sont tellement bêtes qu'ils mettent Regenerate Response. Et c'est vraiment le défi là, qui se pose pour nous qui analysons les articles scientifiques. Bon, j'en viens à mon dernier transparent. Le message principal, c'est qu'il faut dépolluer la littérature scientifique. Je vous ai parlé des acteurs. Parmi ces acteurs, il y a les fraudeurs. Les fraudeurs, il y en a depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt que les communautés scientifiques qui avant défendaient la science, on appelle ça le gatekeeping, les éditeurs de revues par exemple, ou les relecteurs d'articles, ils font mal leur travail, ils laissent passer ces ignominies. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la pression des maisons d'édition qui créent de plus en plus de revues, donc il faut de plus en plus de monde pour les comités éditoriaux. Ces maisons d'édition, je faisais le parallèle avec Michelin, elles ne monitorent pas leur output, au contraire, plus ça produit d'articles, plus le bouquet qu'on va vendre aux universités sera plus gros et monnayable. Les pouvoirs publics aussi qui mettent la pression en disant publish or perish. Il y a des quotas dans certains pays, comme en Chine par exemple, à l'hôpital, il faut transmettre des connaissances, donc être enseignant, opérer, et aussi trouver. Pas chercher, mais trouver, il y a des quotas. C'est 2 articles par an dans certaines universités, des articles qui sont listés dans le Web of Science avec Impact Factor et tout ça, et du coup, les gens qui n'arrivent pas à faire ça, ils sont mis dehors. Donc,
Certains vont jusqu'à demander à des pays permis de créer des faux papiers. C'est la raison pour laquelle moi je m'attaque plutôt aux maisons d'édition qu'aux individus. Les individus sont dans un contexte socio-économique où ils ne peuvent pas grand-chose, mais les maisons d'édition, elles devraient faire ce travail. Les mobiles de ces acteurs, c'est la promotion, reconnaissance, capital symbolique. Ça veut dire, on est reconnu comme on est dans les highly cited researchers, ça va se transformer en capital économique. Parce que la personne sera promue, elle aura une chaire, elle aura ceci, cela. Et c'est ce mauvais capital symbolique acquis par des mauvaises intentions qu'il faut combattre. Parce qu'ils utilisent des plagiats, des infiltrations de revues, des achats de citations et encore d'autres choses que je n'ai pas évoquées. Donc, les conséquences, c'est que la littérature est polluée et autour de nous, dans la rue, quand on dit je suis scientifique, il y a certaines personnes qui nous regardent avec un air interrogatif. Parce qu'on entend beaucoup parler de choses négatives autour de la science, en particulier en France, lors de ces dernières années. Et les cas ne sont pas finis. Alors, il y a des détectives scientifiques, alors ce sont des professionnels, comme moi-même, ou des amateurs, qui sont bénévoles et volontaires. C'est eux qui ont décidé de faire ça, et ils ont 0 € pour ce travail. L'objectif est curatif, la plage est polluée, il faut enlever tout ce qui est pollué, parce que les IA vont utiliser ça, nos étudiants, nos collègues vont utiliser ces papiers non fiables, et aussi préventif, il faut anticiper les nouvelles fraudes. Donc, le chat GPT et encore plein d'autres choses à venir. La génération de tableaux. Et les moyens qu'on a déployés, c'est la réévaluation décentralisée, puisque plein de personnes peuvent participer, et qui est soutenue par ce Problematic Paper Scanner qui est hébergé sur le site web de mon laboratoire. Voilà, je vous remercie et je vous laisse avec quelques références ici. Et les transparences sont sur HAL. Donc c'est en cours de modération pour la dernière version, cette version-là, mais les versions précédentes sont déjà sur HAL. Merci à vous. Merci bien pour cette présentation. On va passer aux questions, s'il y en a. Merci pour votre présentation. Il y a une chose qui m'intéresse. Comment travaille votre communauté, en fait? Parce que vous dites qu'il y a 16 000 articles qui sont publiés chaque jour. Donc, il faut ne serait-ce qu'une puissance de calcul déjà pour passer au filtre, etc. Je suppose qu'il y a 80 personnes qui font ça. Avec quels moyens, etc. Ça m'intéresse. C'est la question des moyens qui est vachement importante. En tant qu'universitaire à Toulouse, moi j'ai très peu de moyens. Je n'ai pas les moyens d'acquérir déjà tous ces articles scientifiques, je n'ai pas les moyens de les analyser. C'est la raison pour laquelle on s'est appuyé sur l'industrie. L'industrie développe des plateformes bibliométriques pour faire des calculs, des dashboards pour les universités, pour leur dire où sont leurs meilleurs chercheurs, qui présuppose d'indexer la littérature scientifique, qui présuppose de signer des contrats avec Springer et Elsevier pour avoir le droit d'accéder à tout ça. Et une de ces plateformes s'appelle Dimensions. Elle indexe en full text les articles et elle permet à quiconque d'aller chercher là-dedans, comme un Google Scholar, mais mieux organisé. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé taper à la porte de Dimension, je leur ai dit j'ai un projet là, de lutte contre ces problèmes de renforcement de l'intégrité scientifique, est-ce que vous m'autorisez à utiliser votre produit, mais gratuitement? Et ils ont dit oui. Donc on a un accord qui s'appelle No Cost Agreement. J'ai le droit d'utiliser leurs produits, qu'ils vendent par ailleurs 20 000 $ à l'année à une université. Mais pour ce projet-là, ils soutiennent, et ça me permet à moi d'envoyer les 4000 phrases torturées tous les soirs si je veux, à Dimension, je récupère le résultat. Et lorsqu'un article contient plusieurs phrases torturées, donc lorsqu'il y a une correspondance entre la requête et l'article pour plusieurs requêtes, alors c'est un signal faible. Ça veut dire que cet article-là contient plusieurs phrases torturées, il convient de le réévaluer. Le système, il fonctionne en une nuit, j'arrive à passer au crible les 130 millions d'articles scientifiques indexés par Dimensions. D'autres questions? Oui, merci pour la présentation. J'ai trouvé que vous avez beaucoup parlé avec votre métaphore de la pollution, voilà, d'un travail qui serait de
disons, ralentir ou réduire cette pollution avec des approches un peu individuelles. Et justement, ça fait penser un peu, bah voilà, donc supposons qu'on ait des industries qui polluent, et on va se concentrer sur qu'est-ce que les gens peuvent faire pour lutter contre cette pollution, et non pas pour la source de la pollution, c'est-à-dire quel est le système qui a eu le produit. Vous en avez parlé, il y a à la fois les pouvoirs publics et les publishers, qui ne sont pas que des publishers fraudeurs, c'est-à-dire on pourrait même se dire, bah, si déjà, est-ce que les pouvoirs publics peuvent avoir une stratégie pour dire, bah maintenant une revue, enfin un article MDPI dans son CV, c'est vu négativement dans le recrutement, par exemple. Et après l'autre question, c'est les publishers, même les bons publishers font ça, c'est-à-dire qu'eux en fait ils ont une valeur ajoutée à produire beaucoup, même s'il y a des erreurs. Donc certes ils vont dire oui, on fait des efforts pour corriger des erreurs, mais en fait ils ne gèrent pas le déchet à la source d'une certaine manière dans votre métaphore. Donc qu'est-ce que vous avez comme perspective par rapport à ça? Et voilà. Est-ce que en fait, c'est pas juste donner une caution aux publishers qui disent regardez, on est en train d'éliminer un par un quelques articles. Alors en plus, comme vous l'avez dit, hein, quand on leur signale, ils mettent 3 ans avant de retirer un article. Donc voilà. En fait, la science s'autorégule dans le sens où nous sommes nos propres évaluateurs. C'est pas le ministre qui va juger mon dossier, c'est mes collègues au CNU. Je parle quoi en France? Donc, il convient, je pense, de former les collègues à ces questions-là, de leur faire connaître, de faire des exposés au niveau du CNRS, par exemple, ou de l'INP à Bordeaux, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Les collègues sont un peu plus repérés de cette façon, et peut-être que ce qu'on a vu là au niveau des 2 rapports du CIRAD et de l'INRAE, peut-être qu'un jour, ça sera l'Office, donc au niveau du HRS, qui produira ce type de rapport-là, ce qui serait fort utile. Par ailleurs, au niveau du CNU en informatique, il y a eu un changement de façon de demander aux gens de rédiger des articles. Là où avant, il y avait in extenso la liste de toutes les publics, sans commentaire. Désormais, il y a quelles sont les 5 publications dont vous êtes en gros le plus fier. Expliquez quelle a été votre contribution. Avec un paragraphe, narré, comme un CV narratif. Ça, je pense que c'est une bonne démarche. Certains collègues ont eu d'autres idées qui sont vachement bien, qui consistent à dire, parmi tout ce que la personne a publié, l'organisme d'évaluation va tirer au hasard 5, 10 publics. Et si dans ce qui est publié, il y a du mauvais, ben, ça risque de sortir. Donc ça met la pression sur les gens pour publier moins, c'est mieux, et surtout pas publier le truc qui pourrait sortir. Et après, le parallèle avec les industries qui polluent est assez intéressant. Ce qu'on constate ici, c'est que les maisons d'édition indiquent qu'ils essaient de faire quelque chose, ils ont des services qui prennent en charge des problèmes d'intégrité, mais ils sont un peu nombreux, ça prend du temps, il faut discuter avec les éditeurs. Et dans les industries du pétrole, c'était un petit peu pareil. Il y a une cellule qui réfléchit à, etc. Mais ça reste une cellule. Alors moi, ce que je leur dis aux maisons d'édition, c'est que, ok, vous n'êtes pas nombreux, il faut recruter. Recruter, ça coûte cher, je suis d'accord. Peut-être qu'on va utiliser l'unité qui est APC. Vous connaissez Author Processing Charges. Si vous publiez dans Nature, il faut faire un chèque de $10 000. Bon, mais voilà, avec peut-être 7 APC de Nature, ben, vous pouvez recruter quelqu'un expert pour renforcer l'équipe de l'intégrité scientifique. C'est ça le type d'échange que les détectives scientifiques ont avec les maisons d'édition. De leur dire, ok, vous n'êtes pas assez nombreux à recruter. Parmi les gens qui qui s'intéressent à l'intégrité scientifique, il y a des gens qui sont au chômage. Eux, ils pourraient très bien être recrutés. Et ce n'est pas une question de moyens, parce que les moyens, vous les avez. Avec quelques APC, vous pouvez recruter une équipe terrible. Merci d'abord pour la présentation très intéressante. J'ai une curiosité sur les problèmes de citation aux articles problématiques. En fait, parfois, quand on fait des citations, on ne les fait pas forcément pour s'appuyer sur les résultats de l'article ou même pas pour soutenir ce qui a été dit dans l'article. On peut faire des citations pour dire on trouve un résultat différent et donc l'article est à réévaluer. Ou on peut même mettre des citations juste pour donner ce qui est le panorama. Parfois, ça arrive dans les introductions, dans les articles de revue, etc. Est-ce qu'il est
facile ou même faisable quand on fait cette réanalyse de tous les réseaux qui pointent aux articles problématiques, de distinguer les citations qui s'appuient sur les résultats problématiques de celles qui sont juste des citations qui critiquent ou même donnent un contexte. Bon, il y a deux approches pour ceci. J'ai choisi celle-ci, qui consiste à dire j'ai identifié, en suivant les citations que vous citez, des articles problématiques, parce que rétractés, parce que commentés. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous, auteur, qui connaissez bien votre domaine, déclarer publiquement avoir fait la réanalyse et nous expliquer pourquoi votre article devrait être corrigé ou au contraire pourquoi ça fonctionne. D'autres collègues qui sont informaticiens ou linguistes travaillent actuellement sur l'identification d'écart entre ce qui est dit ici et ce qui est dit là en termes épistémiques. Est-ce que ce qui est les raisons de la citation sont des raisons de contexte, comme vous disiez? Est-ce que je critique un article? Est-ce qu'au contraire, je le soutiens? Il y a même des sociétés, des startups qui se sont créées. Il y en a une qui s'appelle Site, SCITE.ai, qui identifie les liens entre le contexte de citation et les références et qui mettent un petit label sur le lien en disant ça soutient, supporte ou au contraire ça critique. Mais en fait, ça, c'est le monde de la technologie, le monde de la fouille de données. On peut commettre des erreurs, on a des faux positifs, etc. Moi, je suis dans le monde de la discussion avec des pairs où je leur dis, c'est bizarre ce qu'il y a là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, repartir dans ton article et me faire une réanalyse? D'autres questions? Oui, bonjour, merci. Je voudrais revenir sur le graphique là, qui montre les trois majors qui sortent en premier. Je me suis demandé si on rapporte, c'est des chiffres absolus, si on rapporte au nombre total d'articles publiés, est-ce que ces trois sortent quand même en premier ou pas? De cette, oui, de ce diagramme-là. J'ai pas saisi la question. Ben, j'ai l'impression que c'est des chiffres absolus de mauvais articles ou de. Ouais. Si on rapporte au nombre total d'articles qui sont publiés. Ah, par ces maisons d'édition-là? Par ces maisons d'édition, est-ce qu'elles sont meilleures quand même que les autres ou pas? Alors déjà, si on rapporte par rapport à ce qu'ils produisent, c'est très très peu, en pourcentage. Oui, mais est-ce qu'on a toujours le même classement en relatif, quoi? J'ai pas fait ce calcul. Ah, est-ce qu'il y a des concentrations de problèmes dans certaines maisons? La question, c'est est-ce qu'on peut quand même avoir plus de confiance dans celles-là, dans ces maisons réputées, que dans des trucs inconnus? Bien non, en fait. Je regarderai. En tout cas, pour les phrases torturées, il n'y a quasiment pas MDPI ici, alors qu'il y a beaucoup Springer. Mais oui, il faudrait faire la normalisation par la production. Je comprends. Merci. J'ai une question. Donc une question en ligne de Sylvain Keppel. Donc je lis. Ces dérives pourraient peut-être être atténuées en changeant drastiquement les critères d'évaluation des personnels de recherche, par exemple qualité contre quantité. C'est probablement un lieu commun. Mais est-ce que dans vos interventions, auprès des différents publics et instances, vous avancez ce lien? Je lis la question. Je crois que je suis un peu fatigué. Donc je lis. Donc les dérives pourraient peut-être être atténuées en changeant drastiquement les critères d'évaluation des chercheurs, des personnels de recherche, la qualité plutôt que la qualité. Oui, ok. C'est probablement le lieu commun. Mais est-ce que dans vos interventions auprès des différents publics, instances, vous avancez ce lien qualité-quantité? Ces critères-là d'évaluation. Oui, on va en parler là avec les 5 articles qu'on met en avant plutôt que la liste complète. C'est ça. Oui. Arrêtez de saucissonner les choses, pas faire du salami slicing. Mais en fait, ça dépend de nous, quoi. C'est à nous, convaincus, d'aller dans les instances comme le CNU, d'aller voir la HERS et de demander un changement de pratique. C'est à nous de nous révolter dans les comités de sélection lorsque des gens comptent le nombre
de publier plutôt que de lire, ça dépend de chacun d'entre nous, quoi, d'être plus critique vis-à-vis de la bibliométrie quantitative. J'espère qu'on a répondu. Ouais. Il est en train d'écrire, Sylvain Coppel. D'accord. Donc, bon. Je peux pas diffuser, en fait, le chat. Ouais, d'accord. Non, je peux pas, j'y arrive pas. Mais bon. Actuellement, là, il y a des articles de presse qui sont publiés, en particulier en Espagne, qui identifient des profils de chercheurs hyper prolifiques, un article par semaine, et qui essaient de déconstruire tout ça, de questionner. Alors, je me suis demandé si en France, on avait aussi ce cas-là. Donc, avec Dimensions, vous pouvez tout chercher. MDPI, France, et vous triez par nombre de papiers en tout, et puis vous faites une division par an. Et j'ai trouvé des collègues. Voilà. Avec qui on a échangé quelques mails, mais qui sont vraiment pas satisfaits du point de vue que j'ai, en fait, de les questionner, qui, par exemple, chez MDPI, créent un numéro spécial, plusieurs numéros spéciaux, qui publient eux-mêmes dans les numéros spéciaux. Plus de 25% des articles du numéro spécial sont écrits, coécrits par cette personne-là. Ça me paraît complètement fou, mais il me dit, si on peut le faire, à la preuve, je l'ai fait, en termes de volume, 1 par semaine, et dans ma discipline, les maths applis, c'est tout à fait accepté. Je crois que c'est pas le cas, mais... Vous avez l'air de dire que le salut viendra de la base, que des scientifiques eux-mêmes, mais est-ce que... Pardon. Vous avez l'air de dire que le salut viendra de la base, que c'est aux scientifiques eux-mêmes de faire le ménage, d'être des bons gatekeepers. Comment vous sentez les gens quand vous faites vos conférences, quand vous parlez de collègues là, qui vous disent bah, si ça se fait, la preuve je l'ai fait. Est-ce que la problématique que vous évoquez, est-ce qu'elle choque, est-ce qu'elle fait réagir, est-ce que les gens, est-ce que ça bouge massivement, ou il y a 80 seulement personnes que ça choque? Je pense que ça scandalise les gens, voir ça. Mais par ailleurs, quand chacun réfléchit à sa pratique, on a tous des articles chez MDPI plus ou moins. On a tous dans nos labos des situations difficiles où ce qu'on peut entendre, c'est la personne qui a un doctorat, là, il faut qu'elle ait sa publi pour qu'elle soutienne et puis qu'elle passe à autre chose. Donc, bon, MDPI 5 corps, c'est pas si mal. Voilà. J'ai juste... Attends, je le rappuie. Il avait éteint le micro. Donc Sylvain, il continue. Donc certes, mais vous avez une certaine portée de voix. Donc discuter des causes systémiques de pair avec pointer les dérives pourrait aider les initiatives individuelles. En tout cas, merci pour ce travail. Donc Sylvain vous remercie. Merci. Le fait qu'aujourd'hui, ça soit un Mondovision, le lien DDD, ça contribue à faire connaître le problème. Les journalistes scientifiques ont leur rôle aussi. Ils font souvent des articles sur ces problèmes. Mais bon, les collègues en sciences ne lisent pas forcément ces revues, ces journaux. C'est difficile de toucher. Voilà. La question, c'est comment on touche les collègues en sciences, comment on touche ceux qui sont devenus des managers de la recherche et qui ont la possibilité de changer les règles du jeu. Et encore là, on parle beaucoup de la France, mais le problème est mondial. On parlait de l'Espagne, l'Inde, de la Chine. Comment faire? Comment faire quand on ouvre un poste, il y a un comité de sélection qui se réunit, une personne vient de l'étranger, déjà en général, il est mieux perçu, c'est bien d'avoir fait un poste ailleurs, etc. Dans mon propre labo, il y a une incitation à ne pas recruter des personnes qui ont été formées dans le labo. Et il y a tous ces enjeux-là qui font que celui qui arrivera avec beaucoup de publics, dans des revues estimées, et qui est beaucoup cité, aura une probabilité d'être recruté plus forte. On va prendre les 2 dernières questions dans la salle. Vous parlez de la crédibilité scientifique qui est un peu atteinte par ces scandales. Est-ce que vous, de voir toute la journée ce genre de problèmes, les phrases torturées, les plagiats, etc., en particulier, vous avez parlé dans le domaine médical, déjà il y a des spécificités, une manière de conduire des expériences cliniques, mais de voir beaucoup d'erreurs et d'abus, de fraude.
Est-ce que ça, et puis pour vous, je sais pas si vous pouvez parler pour les autres bénévoles, mais est-ce que ça atteint votre confiance en la médecine ou en la science en général? Ça atteint ma confiance dans l'évaluation par les pairs, c'est clair. Il y a des pairs, peut-être qu'ils n'étaient pas là, je sais pas, mais qui dormaient, ils ont laissé passer ces articles-là, ce qui est inacceptable. Et au début, je vous ai dit, on va dans les égouts de la science. Mais c'est vraiment ça, en fait. Vous l'avez vu. Alors, être éboueur, c'est pas le métier rêvé, mais il faut le faire. C'est ce que quelqu'un m'avait dit un jour quand je lui parlais de cette question. Il dit, il faut le faire, il faut prendre en charge ce problème. Et j'ai la chance d'être soutenu par les institutions, avec l'UF par exemple. Donc c'est devenu ma recherche au jour le jour. Et les autres bénévoles, eux, ben, ils préfèrent faire ça que du sudoku. Ils trouvent qu'ils ont plus de... Ils apportent plus à la société. C'est vrai que c'est une activité très, très prenante. Bonjour, je m'interroge sur les phrases torturées comme signal, comme critère de méconduite scientifique, dans la mesure où on est obligé de publier en anglais et que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, et que maintenant il y a des des traducteurs automatiques qui font plutôt bien le travail, des fois qui amènent à ce genre de traduction malheureuse. Est-ce que dans les cas que vous avez relevés, est-ce qu'on peut faire la différence entre les méconduites volontaires et les problèmes de traduction, je veux dire? Alors, sur le problème type paper screener, les cas qui sont remontés contiennent au moins 5 phrases torturées, pour éviter les faux positifs. Par ailleurs, il n'y a souvent pas qu'un seul auteur, ils sont plusieurs auteurs avec des niveaux d'expertise variés, ce qui peut permettre lors de la lecture de gommer ces mauvaises traductions, par exemple, si on prend cette hypothèse-là, que c'est une mauvaise traduction mais qu'il n'y a pas intentionnalité de frauder. Mais dans les cas que j'identifie, en fait, je suis capable, à partir des parties torturées, par rétro-ingénierie, de retrouver la partie qui a été plagiée et de la passer dans un outil qui s'appelle Spinbot. Vous allez sur Internet, Spinbot, vous mettez du texte, vous appuyez sur Go et il change les mots avec des signes. Donc là, on a prouvé l'intentionnalité, on a montré le moyen qu'ont utilisé les gens. Donc c'est une preuve accablante. Et par ailleurs, ce que je dis souvent aux gens, c'est que moi-même, je ne suis pas anglophone natif, et que j'ai jamais vu dans la littérature que j'ai lue, dans les ouvrages, dans les cours que j'ai lus à la fac, Glucose bigotry ou Invulnerable Framework, plutôt que Immune System. Ou alors, l'acide formique, c'est le corrosif formique. C'est des trucs gros comme ça. C'est inacceptable. Alors, il y a peut-être quelques cas où, pour une phrase, en effet, ça peut être le simple fait d'avoir lu un article torturé et de se dire, ah ben c'est ça la vérité. Il y a des auteurs qui me disent ça. Mais je l'ai trouvé là, là et là. Le Invulnerable Framework. Je dis, oui, mais quand même, vous êtes censé être un médecin, c'est un jeu de dupe un petit peu, la réponse sur papier. Merci. On va faire une petite annonce. Le prochain séminaire. Le prochain grand séminaire, ce sera donc le 16 janvier, attention, c'est à 10h30, avec Madame Bernadette Bensob-Vincent, qui est vice-présidente du comité d'éthique commun INRAE, CIRAD, IFREMER et IRD. Donc le 16 janvier à 10h30. Et le titre de son intervention, c'est « Que reste-t-il de l'objectivité scientifique ?» Vaste sujet. Oui, et Marc? Elle retenait la dire qu'elle continuera, l'après-midi, elle donnera aussi un autre séminaire avec un autre collègue biophysicien sur les postures des scientifiques. C'est une journée complète, le 16 janvier. Voilà. Bon appétit et merci à tous. Et merci. Ça existe plus. Vous avez le droit de ne plus venir. Ah oui, carrément. Ouais.